Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même. Nous, nous sommes à Montréal, oui, moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 avril 2023. Alors nous sommes de retour à Nîmes, pour 3 jours d'obsèques du père de Fabienne. Je peux vous révéler un certain nombre de choses sur ce périple initiatique, des choses qui m'appartiennent en propre, j'aurais envie de vous dire, et d'autres que je ne peux vous révéler car ces choses appartiennent à Fabienne. Alors oui, voyage initiatique, qu'est-ce que j'en ai retenu? Un certain nombre de choses. Par quoi je commence? Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous révéler? Alors, nous sommes arrivés, j'ai perdu tout à fait la notion du temps. Le père est décédé le 1er avril et nous sommes arrivés en France, je pense que c'est le 3. Vous voyez, et nous sommes revenus avant-hier, dans un état second. Car nous avons, une fois débarqué à Paris, nous avons loué une voiture et nous avons traversé littéralement la France. De Paris à Nîmes, nous avons mis près de 8 heures pour nous y rendre. Alors, par la route nationale, l'autoroute. Alors, j'ai vu défiler le Vézelay, Cluny, la Bourgogne. J'ai vu défiler un tas d'endroits mythiques liés à l'histoire extraordinaire de France. Mais tout ça en accéléré. J'imagine que les gens sur le point de mourir, peut-être voient-ils ainsi leur vie, les moments les plus importants, défiler dans le champ de leur conscience. Mais j'ai eu cette impression-là de voir ces villes, de voir ces villages, Lyon. On a traversé Lyon. Et j'ai eu cette impression-là de revisiter à 130 km/h toute une partie, en tout cas, de l'histoire de France. Alors, 7 heures d'avion, 8 heures d'auto, tout ça dans des délais très courts avec pratiquement aucune pause, quelques haltes ici et là dans des haltes routières. Alors une fois rendu en France, je vous passe les détails de ces obsèques qui ont en tout et partout duré 3 jours. J'ai eu à quelques reprises l'impression que nous enterrions, que nous vivions les obsèques, soit du parrain ou du roi des Gitans. Enfin, un personnage extrêmement important. Et avec un rituel codifié, extrêmement codifié, au quart de tour. Avec beaucoup d'emphase, en fait, quelque chose pour un Québécois et un Nord-Américain, quelque chose d'inimaginable, au fond. Le Sud profond rendant hommage à un roi. Et moi, qui ai épousé la fille aînée du roi, j'ai eu, certaines choses sont allées dans ce sens-là, j'ai eu l'impression d'avoir été désigné pour devenir à mon tour un roi. Mais ce n'était qu'une impression fugace, car il nous a fallu vivre beaucoup de déconvenues. Et ici, c'est ici que je vais m'arrêter dans le descriptif de ce qui fut, à mon sens en tout cas, une véritable épreuve initiatique.
D'autant que pour les gens qui me font l'honneur d'écouter mes vidéos, vous savez que la disparition de mes propres parents s'est faite de manière insensée. Et par une sorte de loi des contrastes, ici, nous étions dans, j'allais dire, l'exagération. Nous étions en tout cas dans des codes culturels tout à fait autres. De mon côté, ça a été du côté des obsèques, en fait des non-obsèques de mes parents. Même pas une notice nécrologique, ainsi que le voulait ma mère. Mon père, j'ai appris son décès 3 mois plus tard, par inadvertance. Parce qu'une tante par alliance souhaitait connaître les détails de son trépas. Détails que j'ignorais, puisque je ne savais pas que mon propre père était décédé. Et là, ici, du côté de chez Fabienne, tout à fait le contraire. Alors, j'ai pu, pendant ces 3 jours, faire le deuil de mes parents également. J'en ai profité, 3 jours, c'est long, 3 jours de cérémonie, 3 jours d'emphase, 3 jours d'un chagrin collectif, en tout cas pour la quasi-totalité des gens présents, d'un chagrin collectif inimaginable de ce côté-ci de l'Atlantique. Et l'un des moments les plus surprenants de ces obsèques, ça a été l'homélie, ou en fait la prise de parole, parce que bon, ce n'était pas un prêtre. Oui, il y avait un jeune prêtre qui, lui, a fait une homélie pour le défunt. Et il y a aussi un ancien procureur de la République, âgé de 95 ans, qui a fait le voyage en train pour rendre hommage au défunt qui était également son ami. 95 ans, extrêmement vert, d'une culture prodigieuse, comme d'une culture qu'on n'imagine plus aujourd'hui, et qui s'est livré en chair à une défense imparable du père de Fabienne, comme si, en tant qu'avocat et procureur, il plaidait sa cause auprès de Dieu lui-même. Alors, nous avons eu droit à un numéro d'érudition entrecoupé de sanglots bien sonores, de gesticulation, mais tout cela fait par un homme de 95 ans d'une extrême verdeur, d'une extrême énergie. Et lorsque la cérémonie s'est terminée, il y a eu un goûter, et en fait, avant le goûter, nous nous sommes déplacés dans les véhicules respectifs, et j'ose même pas dire, parce que à 95 ans, avec une telle vitalité, c'est que soit on est déjà entré dans le monde de la mort et qu'on est ressuscité, eh bien, il bondissait partout sur le trottoir, humant, respirant les fleurs qui étaient déjà en train d'éclore aux branches des arbres, s'emparant d'une feuille d'eucalyptus, la humant à fond, s'extasiant devant cette fragrance d'eucalyptus, doté, je vous disais-je, d'une culture inimaginable. Et lorsque nous nous sommes retrouvés à la table, chez la mère de Fabienne, avec ce procureur et des amis du père, eh bien, ils pouvaient nous expliquer que Paulhan, oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un salut de la main. Paulhan, ben, on prononce Paulian. Paulhan, Jean Paulhan, natif de Nîmes, a choisi, entre autres, de s'établir à Paris sur la rue Les Arènes, la rue des Arènes, en mémoire
en mémoire des arènes de Nîmes. Et d'ailleurs, lors de notre voyage à Paris, il y a 1 an et demi, par inadvertance, nous nous sommes retrouvés devant la maison de Jean Paulhan, que je n'imaginais pas si luxueuse. Et peut-être je vais essayer de vous la retrouver maintenant que j'ai le nom de la rue, et peut-être que si j'ai la présence d'esprit, de la proposer en note de bas d'écran. Alors oui, il nous a expliqué que Paulhan, de guerre lasse, de ne pas se faire appeler par son nom correctement, c'est-à-dire Paulian, eh bien, il a fini par consentir à ce qu'on l'appelle Jean Paulhan. Et là aussi, eh bien évidemment, la politique en France, elle est partout. Elle est partout, partout. Et les clans, ils sont bien... oui, il y a parfois des transfuges qui passent d'un camp à l'autre. Certains vont se dire avoir été de gauche, mais de ne pas être pour autant de droite. Alors, il y a des mouvements comme ça. Et chacun se constitue politiquement et intellectuellement appartenant à un camp. Et on les sent, ces lignes de fracture, ces lignes de rupture. Et ce que j'ai pu m'apercevoir aussi, c'est à quel point, en tout cas pour le petit échantillonnage que j'ai eu non pas à analyser, le mot serait trop grave, mais disons à recueillir, disons, trop important, mais à recueillir, c'est qu'il y a beaucoup de pro-russes. Et cette agression russe en Ukraine, il ne faut pas craindre de dire que, eh bien, Poutine, c'est un fasciste. Mais je me suis retrouvé avec des gens qui, à nouveau, m'expliquaient le Donbass. Je ne savais pas qu'il y avait en Occident, Québec, France, et probablement dans les autres pays européens, autant de spécialistes autoproclamés du Donbass. Qu'on ait sous les yeux un véritable fasciste et qu'on soit capable d'expliquer les raisons pour lesquelles Poutine, qui a toujours annoncé clairement ses couleurs, et ça fait partie aussi, j'aurais envie de vous dire, du profil politique du fasciste ordinaire, c'est qu'il se pique, il se targue de faire toujours ce qu'il dit et ce qu'il annonce. Il y a là un souci de cohérence que si ce n'était pas si mortifère, nous laisserait sans voix. Mais comme, et là j'ai été, je peux vous confier ici dans ma vidéo, que je n'ai pas répliqué. Ce que j'ai compris aussi, c'est que le fascisme rampant partout à l'œuvre nous laisse deviner que nous allons peut-être vivre des heures assez inquiétantes. Et je répéterai qu'il nous faut soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire finale. Et déjà, la visite de Macron aussi, la visite de Macron en Chine qui a été largement commentée. Et Macron qui dit qu'il ne faut être, que l'Europe ne doit être ni du côté des Américains, ni du côté des Chinois. Alors que Macron demande aux Américains de quitter les quelques bases militaires qu'il y a en Europe. Qu'il le demande expressément. De Gaulle l'a fait, mais on verra la suite. Les Européens ne sont pas coincés entre les Russes et entre les Américains et les Chinois. J'ai senti énormément de tension en France aussi. On a l'impression que c'est un pays qui est politiquement sur le bord de l'implosion. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que les deux hommes les plus riches de la planète étaient français dorénavant.
Et ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que les médias s'en réjouissaient comme si c'était là un fait de fierté nationale. Les deux hommes les plus riches de la planète sont français. Après, comment s'étonner que des gens n'aient pas envie de voir leur retraite retardée? Quand les médias s'extasient, font d'une fierté nationale que les deux premiers milliardaires sur Terre sont d'origine française. Alors, je me suis dit, on a un sacré problème. On a bien d'autres choses comme ça que j'ai pu observer. Moi-même, je regrette d'avoir interrompu cette séquence lazaréenne. Et en fait, cette séquence lazaréenne qui a débuté le 9 février 2022, s'est interrompue pendant quelques jours, je pourrais considérer que nous entrons, après près de 500 vidéos consécutives, ce qui est, à mon avis, qui n'est pas un mince exploit, étant donné des sujets traités, des auteurs traités, cette expérience in vivo de libraire, d'homme de livres, la seule chose dont je pourrais me qualifier. Je me refuse à me dire un intellectuel, mais je peux aisément me dire homme de livre, sans trop de honte. Et donc, je pourrais vous dire que cette séquence-ci, inaugurée suite au décès du père de Fabienne, pourrait être en quelque sorte la deuxième partie de cette très longue séquence lazaréenne. Il y avait des choses aussi que je voulais vous dire, mais je pense les avoir oubliées. Car aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est le lundi de Pâques. La librairie, ah oui, aussi. En boutade, lorsque les premiers temps que j'ai rencontré le père de Fabienne, en boutade, je me qualifiais par opposition au tempérament sudiste. Je me qualifiais d'homme de glace, pour le faire rigoler aussi. Parce que les Québécois qui ont à la fois une ascendance normande, certains d'entre eux sont métissés, certains d'entre eux même ont du viking dans leur arbre généalogique, l'influence du climat, l'influence anglo-saxonne. Disons, on est pas mal plus calme. Nous sommes pas mal plus calmes, oui. Et je me qualifiais, en rigolant, d'homme de glace. Je suis l'homme de glace. Et ça faisait bien rire le père de Fabienne. Et nous n'étions pas là, justement, lorsqu'il y a eu cette tempête du verglas. Mais toujours dans les bulletins de nouvelles qui ont fait beaucoup de reportages sur cette tempête. Et c'était tempête de glace au Canada. Alors c'était assez curieux d'être dans un hôtel de Nîmes où la température extérieure était absolument merveilleuse là, pour un mois d'avril, avec tous ces arbres en fleurs et avec l'écran derrière nous, tempête de glace au Canada. Quel contraste! Alors, je vous reviens, je vais vous revenir demain. Je reprends quotidiennement mes activités youtubesques. Je les reprends de manière pugnace, comme elles l'ont été depuis. Je ne souhaite pas non plus rompre le lien comme je l'ai rompu il y a déjà 2 ans, pendant quand même une assez longue période. Faut dire, la pandémie nous a quand même bien fatigués, tous, je pense. Aussi beaucoup de complotistes. Ça, mais les complotistes, c'est ça qui est inquiétant. Je conclue là-dessus.
c'est que dans nos démocraties libérales, on peut dire n'importe quoi et vraisemblablement, nous sommes assez nombreux à le faire et je m'inclus dans le lot, j'ai dû dire dans ma vie, et j'ai pas fini d'ailleurs, de dire un certain nombre de conneries. Et on peut s'exprimer. Bon, tout le monde s'en fout à peu près, mais on peut le faire. Tandis que dans des régimes autoritaires comme celui de la Russie, de la Chine ou de l'Iran, je ne nomme que ceux qui me viennent en tête, la prise de parole publique est pratiquement impossible. Alors oui, au sein de nos sociétés, il y aura des gens, pour ne pas approuver l'effort de guerre, l'effort en tout cas de guerre que le Canada fait, non, ma phrase elle est mal tournée, qui ne vont pas souhaiter que le Canada soutienne, par exemple, l'Ukraine. Mais les gens pourront le dire sur le réseau, pourront l'exprimer. Je ne crois pas qu'à l'inverse, les Russes aient l'opportunité d'exprimer leur opposition à la guerre. Et nos démocraties, elles tiennent dans la mesure où, justement, il y a une opposition. Il y a une opposition qui peut s'exprimer librement aux pratiques ou aux choix gouvernementaux. Ça m'est assez pénible de le constater, mais c'est à ce prix que nous vivons, en tout cas pour l'instant du moins, dans une société d'apparence encore du moins, libre et ouverte. Le prix à payer me semble pas trop élevé, mais je crains qu'à mesure que ce conflit s'aggrave, ça devienne de plus en plus difficile pour nos démocraties de supporter de l'intérieur des paroles d'opposition. Je vais peut-être revenir demain sur le sujet de cette expérience anthropologique, pour moi en tout cas, inimaginable, il faut quand même bien le dire, d'où je viens, de mon milieu d'origine. Et j'ai très, très, très mal dormi parce que, bon, j'ai vécu et j'ai vu un tas de choses assez incroyables. Et j'ai réalisé au cours d'une de ces nuits assez tourmentées que d'une certaine manière, j'avais épousé, du point de vue culturel et non pas au point de vue du banditisme, symboliquement j'entends, j'avais épousé la fille aînée du parrain. En tout cas de quelqu'un qui exerçait une autorité souveraine, non discutable et sans appel auprès de sa famille. Le patriarcat dans toute sa splendeur. Et par la bande, j'ai reçu, et ici je ne peux pas en dire davantage, j'ai reçu une portion symbolique de ce patriarcat à proprement parler inimaginable pour la société québécoise. Mais j'en ai reçu une portion. Portion que j'ai pas l'intention d'utiliser. J'ai reçu ça, mais je vais laisser ça de côté. Je ne vais pas commencer à singer un patriarcat pour lequel je n'ai pas d'appétit. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain!